Donc, le texte de l'exercice 1, ça consiste à un petit problème de signature pour voir que à un moment donné, la signature, on est obligé de l'associer à un document. Donc, c'est ce que j'ai dit dans le cours, c'est que le principe, ça consiste à réaliser une signature, mais qui doit être quand même liée au document. Donc, vous allez voir ici, à travers l'exercice, que il n'y a pas vraiment cette liaison directe entre le document et la signature. Et du coup, il y a problème. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire qu'on arrive à dissocier la signature du document. Alors, ici, vous avez Alice et Bob qui vont s'échanger un document. Donc, vous avez un mécanisme de signature. Et bien entendu, tout mécanisme de signature, il lui est associé un mécanisme de vérification de signature. Donc là, vous avez Alice qui va envoyer un message M à Bob. Donc ce qu'elle va faire, elle va chiffrer le message avec la clé publique de Bob, et donc on obtient C, qui n'est autre que le chiffrement de M, grâce à la clé publique de Bob. Ensuite, ce qu'elle fait, elle va signer ce chiffret-là grâce à, grâce à sa clé privée. Et donc, elle va obtenir sigma. Et donc, on obtient le couple C sigma qu'elle va envoyer à Bob. Alors, première question, on vous dit comment Bob va utiliser ce schéma, c'est-à-dire comment il va réaliser les opérations de telle sorte à ce qu'il puisse prendre connaissance il va prendre connaissance du document. Alors, voici la première des choses. Donc, on avait dit que la signature, il faudrait la vérifier. Donc, tout processus de signature, quand on a mis une signature, on est obligé de la vérifier. Donc, ici, comment qu'il va vérifier? C'est qu'on a vu que sigma, c'était la signature du chiffret C. Et donc, il va vérifier le sigma. Donc, et il va voir est-ce que sigma correspond effectivement à C. Et donc là, il suffit juste de déchiffrer sigma. Donc, si vous allez déchiffrer sigma, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez déchiffrer en utilisant la clé publique d'Alice, ce qui vous permet de trouver C. Donc, vous allez voir que déchiffrement de sigma donne C. Donc, il y a l'égalité. Et donc, automatiquement, ça confirme que cette signature correspond bien à C. Et ensuite, dès qu'il a ça, il peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça consiste à déchiffrer C. Donc, grâce à sa clé privée, Bob peut déchiffrer C, puisqu'il a été chiffré avec sa clé publique. Donc, il va le déchiffrer avec sa clé privée, ce qui permettra d'obtenir M. Donc, ça, c'était la première question pour montrer comment Bob va utiliser ce schéma qui a été utilisé par Alice pour pouvoir signer et envoyer le couple C sigma. Alors, si on revient un peu en arrière, donc pour voir la suite, donc dans la suite, la deuxième question, ça consiste à montrer, donc dans le deuxième, on vous dit qu'il y a un danger justement concernant ce schéma-là. Ça veut dire que ce schéma qui est utilisé présente un danger.
Alors, pour vous guider dans cette situation, c'est que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous remarquez exactement, c'est que concernant ce schéma-là, si vous essayez de regarder de près, il n'y a pas, je dirais, une forte liaison entre le document et sa signature. C'est-à-dire qu'on peut altérer ce schéma-là. Donc ça, c'est le danger qui est par ce schéma-là. Donc ce schéma-là est, si vous analysez en profondeur, vous allez voir que on peut intercepter ce message, c'est-à-dire le couple qui est envoyé, C et sigma, et on peut toujours l'altérer. Donc c'est dans ce sens que ce schéma-là présente, je dirais, un danger. Alors si on essaye de voir les choses de près, si on a Charlie qui est à l'écoute, donc ce qu'il peut faire, il peut toujours remplacer sigma par sigma prime. Et ça veut dire que là, imaginez que Alice a envoyé, si on est dans un concours ou on est dans une épreuve, elle a envoyé sa réponse juste. Charlie, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut intercepter cette réponse et il va remplacer sigma par sigma prime. Et donc là, ce qui permettra de Charlie de dire que c'est lui qui a envoyé cette réponse. Pourquoi? Parce que là, dans ce système-là, vous n'avez pas une, je dirais, forte correspondance entre les deux. Regardez, même si Charlie, quelqu'un pourrait dire, tiens, Charlie ne connaît pas la réponse. Effectivement, il ne connaît pas la réponse, mais lui, il va prendre la signature qui va changer, c'est tout. Ça veut dire que la réponse, elle a été déjà faite par Alice, qui n'est autre que C. Et C, c'est quoi? C'est le chiffrement qui est fait sur la base de la clé publique de Bob. Et donc ce chiffrement ne fait pas intervenir Alice. Et donc, elle fait intervenir beaucoup plus la clé publique de Bob. Et donc, Charlie, qu'est-ce qu'il va? Il va agir sur la signature, donc il va mettre sa signature. C'est comme si que tu as un document sur lequel tu as une signature qui n'est pas vraiment collée. Donc, tu enlèves cette signature et tu vas coller ta signature. Donc, c'est un peu ça le principe qui se trouve à ce niveau-là. Avec ce procédé-là, on arrive à changer le message, c'est-à-dire on garde le message tel qu'il est, mais ce qu'on fait, on change uniquement, uniquement la signature qui a été associée. Et donc là, le problème, c'est quoi? C'est que cette association, ce n'est pas une association forte. Parce que, rappelez-vous ce qu'on a fait dans le cours, c'est que l'association forte de la signature par rapport au document, on l'a faite en utilisant une fonction de hachage. Et donc, cette fonction de hachage, dans la littérature en général, ce qu'on dit pour la fonction de hachage, on vous dit que le résultat de la fonction de hachage, souvent dans la littérature, vous trouvez qu'on l'appelle l'empreinte du document. Et donc ça, c'est comme si on a mis l'empreinte du document qu'on arrive à signer, et donc ça, c'est intimement lié à la signature, chose qui n'est pas le cas ici. Pourquoi? Parce que ce qu'on a fait ici, on n'a pas signé une empreinte du document, mais ce qu'on a signé, on a signé le chiffret du document. Or, le chiffret du document, il est obtenu grâce à la clé publique de Bob, et n'importe qui peut le faire, et donc peut remplacer ce chiffre. Donc ça, c'est pour la question 2. Alors, pour
la question 3. Voici ce qui est demandé. Donc, théoriquement, vous avez le texte. Donc, on vous demande de proposer autre chose, c'est-à-dire une autre, ce schéma-là, de le modifier légèrement, ce qui permettra d'avoir les fonctionnalités qui ont été citées auparavant. Donc, si vous voyez les fonctionnalités qui ont été citées, c'est la première phase. Donc, si vous lisez la première phrase, on souhaite obtenir une double fonctionnalité de confidentialité et d'authenticité intégrité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux envoyer un message confidentiel, c'est-à-dire qu'il est chiffré. Je veux obtenir aussi une authenticité, une intégrité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'envoie, je sais que c'est celui qui reçoit le message, il sait que c'est moi qui lui ai envoyé le message. Mieux encore, on doit avoir une intégrité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait aussi que le message que je lui ai envoyé reste toujours intègre, c'est-à-dire qu'il n'a pas été changé entre-temps. Donc ça, c'est le but qui est recherché à travers cette nouvelle méthode qu'il s'agit de proposer. Donc, on vous demande de proposer une nouvelle forme de ce schéma pour avoir aussi bien l'intégrité que le chiffrement et l'authenticité. Farid? En signant M, on s'assure que si quelqu'un intercepte le message, ayant C et la signature, il ne pourra pas signer C et remplacer la signature parce que n'ayant pas la clé privée de Bob, il ne peut pas récupérer le message original. Non, mais celui qui signe, c'est qui? C'est Alice. Oui, si Alice signe, n'importe lequel peut vérifier cette signature et il pourra la changer par la suite. Parce que la vérification de signature, elle se fait sur la clé privée d'Alice. Et la vérification, elle se fait sur la clé publique d'Alice. Et donc, on pourra prendre connaissance de ça. Tu es, à vrai dire, à mi-chemin de la solution. C'est quoi le problème avec cette solution? Le problème, c'est que tu as dit qu'il faut signer. D'accord? Oui. Tu le signes avec tu le signes avec la clé d'Alice. Ensuite, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas envoyer exactement pour avoir toute la solution de bout en bout? Envoyer C et sigma. Et sigma, c'est quoi? C'est le signé de M. Le signé de M, c'est-à-dire, une seconde, S de M. Ah oui, mais après, on aura, si on vérifie la signature, on aura le message original directement. D'accord. Oui, c'est ça le problème. Ouais. Donc, on peut utiliser un algorithme de hash. Non, justement, il n'y a pas de hash ici. C'est ça un peu le hic ici. C'est que on n'a pas de mécanisme de hachage, mais on voudrait quand même y arriver à avoir un système cohérent. C'est la seule idée que j'ai. Ok, tu es presque à la solution. Donc, la solution n'est pas très loin de là. Donc, si tu vois la solution, voici ce qu'il y a lieu de faire. Alors, ici, j'avais dit que vous êtes obligé de trouver la clé publique, la clé privée. Donc, pour pouvoir la trouver, il faut décomposer le N pour trouver P et Q, ensuite trouver phi de N, et ensuite, à partir de là, vous pouvez calculer D. Et le calcul de D, c'est le calcul de l'inverse que vous connaissez déjà et qu'on a déjà utilisé. Et donc, à vous de faire ce travail préliminaire. Donc, j'ai déjà une réponse. J'attends le reste.
une deuxième, ouais, ce qui est bon. Donc, il y a déjà 2 qui ont trouvé la réponse. Pour décomposer le phi et pour trouver par la suite. Donc, ça, c'est les 2 réponses préliminaires. Donc, pour qu'on puisse avancer ensemble, les 2 réponses préliminaires, c'est consiste à décomposer 437, qui n'est autre que le produit de 19 fois 23. Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez calculer phi. Phi, c'est le produit de P1, P-1 fois Q-1. Donc, ce qui vous donne 396. À partir de là, vous devez calculer l'inverse de 17 par rapport à 396. Donc, ce qui vous donne le résultat concernant cette première question, c'est-à-dire c'est le résultat partiel parce que vous devez calculer D. Ensuite, une fois que D est calculé, vous êtes obligé de calculer le chiffret de la signature de M qui est égal à 100. Donc, c'est ce qui est demandé. Donc, alors, donc je rappelle, on fait la décomposition de n, c'est P égale à 19, Q égale à 23, on calcule phi de n, qui est P-1 fois Q-1, et ensuite, grâce à Euclide étendu, vous calculez la valeur de phi de n. Ensuite, vous calculez D, qui est l'inverse de E par rapport à phi de n. Et une fois que vous avez calculé ça, vous allez calculer la signature de M qui est égale à 100. Alors, donc la solution, elle s'affiche au fur et à mesure. Donc, ici, vous avez OK. Bon, on revient à l'exercice. Donc, j'avais dit que l'exercice, ça consiste à réaliser la signature. Et naturellement, pour réaliser la signature, ça nécessite un travail préliminaire. Donc, le travail préliminaire qui consiste à calculer ça consiste à calculer la clé privée. Et donc, la clé privée, on la calcule par le mécanisme de déchiffrement, plutôt le processus de factorisation et ensuite l'algorithme d'Euclide étendu. Ça nous permettra effectivement de réaliser le travail. Alors, on va montrer la solution étape par étape. Donc, voici la solution. Donc, pour pouvoir calculer D et ensuite procéder à la signature. Donc, ce que vous avez la décomposition N, c'est 19 fois 23. Ensuite, vous avez le phi de N qui est calculé. Une fois que c'est fait, vous avez D qui c'est l'inverse de E par rapport à phi de N. Vous trouvez 233. Ensuite, pour pouvoir chiffrer, vous avez la signature n'est autre que 100 à la puissance 233 modulo 437.
Alors, ce qu'il faut savoir, on avait dit que pour faire le chiffrement, on utilise l'algorithme d'exponentiation rapide. L'algorithme d'exponentiation rapide, il faut décomposer l'exposant en des puissances de 2. Donc 233, on sait quelle est la puissance qui est juste inférieure, c'est 128, parce que 233, 256, c'est plus grand. Donc vous allez prendre 128. Ce que vous faites pour la décomposition, c'est très simple. C'est à chaque fois, vous allez soustraire la valeur. Donc ce que vous prenez 233. Vous lui enlevez 128. Il vous reste une quantité. Cette quantité, vous enlevez la puissance qui vient juste après, 64. Ensuite, 32. Et ensuite, quand vous enlevez 32, il reste 9. Donc 9, vous n'allez pas enlever le 16 parce qu'il n'y a pas 16. Donc vous descendez un peu plus bas, c'est 8. Vous retranchez 8, il vous reste 1. Et donc ça, c'est la somme des puissances qu'on peut avoir d'une manière directe. Et à partir de là, vous allez réaliser les puissances successives. Vous avez 100 à la puissance 2. Ensuite, ce 100 à la puissance 2, vous allez mettre le 100 à la puissance 4. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez utiliser le résultat préliminaire, vous l'utilisez par la suite, ce qui permet de passer à l'échelle suivante. Ensuite, 100 puissance 8, ensuite 100 puissance 16, et vous augmentez crescendo, c'est-à-dire que vous augmentez au fur et à mesure, et ça vous permettra effectivement de jusqu'à arriver à la puissance 64. Ensuite, le résultat, c'est quoi? Ce n'est autre que cette décomposition que vous avez faite. Vous prenez le résultat de 100 à la puissance 64, de 100 à la puissance 128, qui est 386. Ensuite, le 100 à la puissance 64, qui est 416. Ensuite, la puissance 32, vous allez trouver 386. Et à la puissance 8, vous trouvez 386. Donc ça, vous faites ce produit-là, qui est 390 fois 416 fois 390 fois 390 fois 100. Pourquoi? Parce que ça, c'est la puissance 1. Et ça vous permettra de trouver le résultat final qui est sigma 1 est égal à 139. Ça, c'est le principe de réalisation de la signature. Et donc là, ça permet de passer en revue ça permet de passer en revue le processus de signature avec les étapes intermédiaires de calcul de la clé. Donc, ça, c'était la première étape. Alors, la deuxième question, c'est de revoir donc dans ce que vous avez par rapport à la signature. Donc, générer une signature valide sigma sans connaître le message M. Ça, si vous vous rappelez, j'en ai parlé au niveau du cours. Ça, c'est ce qu'on appelle la signature existentielle. Ça veut dire que tu peux toujours exhiber une signature qui est valide, même sans connaître le message M, la clé privée du signataire. Donc, ici, c'est intimement lié par rapport au cours. Donc, pour montrer l'existence de cette signature que concernant, parce que ça c'est un truc qui est purement, je dirais, théorique, que j'ai présenté en cours. Alors, l'idée c'est quoi?
c'est de montrer carrément qu'il suffit de prendre un sigma au hasard, parce que quand je dis au hasard, c'est pas n'importe quelle valeur, il faudrait que la valeur soit inférieure au modulo, pour que ça soit une valeur valide. Et l'idée, c'est quoi? C'est que ce sigma, c'est quoi? Ce n'est autre que cette valeur. Et son message, ça va être quoi? Ça va être, à vrai dire, le processus inverse. C'est, tu calcules M, c'est-à-dire que tu prends sigma au hasard, comme une signature, et tu vas lui exhiber un message qui lui correspond. Donc, le message qui correspond, c'est quoi à sigma? C'est quoi? C'est M est égal à sigma à la puissance E, modulo M. Et là, quand tu analyses ça, tu vois qu'effectivement, sigma, c'est la signature. Parce que la signature, c'est quoi? C'est M à la puissance D. Donc, si tu vas mettre M à la puissance D, tu vas obtenir quoi? C'est sigma à la puissance E à la puissance D. On sait que sigma à la puissance E à la puissance D, c'est sigma. Donc, ça, c'est le principe du chiffrement de RSA tel qu'il est. Et donc là, c'est ce qu'on appelle en littérature cette falsification existentielle, c'est-à-dire que tu prends sigma et ensuite tu exhibes un message. Donc ça veut dire que le message, ça peut être n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir un sens réel au niveau des applications. Pourquoi? Parce que le calcul de M dépend de cette valeur aléatoire, sigma, et donc tu peux calculer la valeur de M. Et donc quand tu prends le couple M-sigma, effectivement, c'est un couple qui permet de montrer un message avec sa signature. Donc ça, c'était pour la question suivante. Ça consiste à montrer une propriété qui existe aussi dans RSA d'une manière générale. Cette propriété, c'est quoi? C'est la propriété de RSA qui est du mécanisme de chiffrement RSA qui est homomorphique. Donc ça veut dire que le chiffrement d'un produit, c'est le produit déchiffré. Ça, c'est le principe de l'homomorphisme de RSA. Et donc ici, on vous dit que tu as deux messages, M1 et M2, et qui sont signés par Alice, donc ce qui veut dire que sigma 1, c'est la signature de M1, et sigma 2, c'est la signature de M2. Et par la suite, montrer qu'il est facile de fabriquer une signature valide pour le message M égale à 200. Et donc ça, c'est si vous essayez de raisonner sur la question, vous voyez que effectivement, c'est ce qu'on veut chercher, c'est la signature de M égale à 200. C'est que ici, on ne connaît pas ça veut dire qu'on suppose qu'on ne connaît pas la clé privée qui est utilisée. On connaît juste les deux chiffrés. Donc, à partir des deux chiffrés, vous pouvez trouver ici, les deux chiffrés, c'est quoi? C'est les deux signatures. Ça veut dire à partir des deux signatures, vous pouvez trouver une nouvelle signature qui n'est autre que le produit de ces deux signatures. À vrai dire, cette propriété, elle provient de la propriété d'homomorphisme qui existe dans le chiffrement RSA. Et donc, ça, c'est beaucoup plus des propriétés de RSA. Et quand on connaît ces propriétés avec la propriété d'homomorphisme, vous allez voir que c'est quelque chose qui est direct, donc automatique. Tu as le résultat concernant cette question. Alors, je l'ai essayé. Suivant.
Bon, alors, j'avais dit que en utilisant la propriété d'homomorphisme, parce que la propriété d'homomorphisme, c'est quoi? Vous êtes en train de chiffrer, donc à la clé secrète. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que vous allez signer le message M1, M2. M1, c'est quoi? C'est le message qu'on a déjà trouvé. C'est le message qu'on a déjà trouvé à la question précédente. Et donc, vous allez utiliser la signature du message M2, qui n'est autre qu'est égal à 2. Vous avez aussi sa signature. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de faire juste le produit des deux. Donc, vous allez signer le message M1 fois M2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre M1 à la puissance M1, M2, le tout à la puissance D. Et vous connaissez les propriétés de l'arithmétique modulaire. M1 fois M2, le tout à la puissance D, ce n'est autre que M1 à la puissance D fois M2 à la puissance D. Or, M1 à la puissance D est égal à sigma 1, M2 à la puissance D est égal à sigma 2, et donc vous obtenez le produit de ce qu'on veut dire là avec une phrase simple, courte, c'est que la signature de produit de message, la signature d'un produit de message est égale au produit des signatures des deux messages. Donc ça vous permettra de retenir ça d'une manière plus simple. Donc, la signature d'un produit de message est égale au produit des signatures des messages. Et donc là, vous allez avoir, il suffit de faire le produit de sigma 1, sigma 2, vous avez le résultat concernant la signature du produit des deux messages. Donc ça, c'est pour la solution concernant le produit de deux messages. Donc, c'était la question 3. La question 4, c'est de montrer une attaque à texte clair choisi qui permet de signer n'importe quel message M. C'est ce qu'on appelle en littérature la falsification universelle. Donc, c'est une question beaucoup plus liée au cours et qui permet de réaliser. Donc, ici, l'idée, c'est quoi? C'est toujours d'exhiber la question précédente, parce que la question précédente, elle permet de vous guider vers cette signature. C'est que tu demandes à un serveur ou à une personne de signer deux messages, je dirais, qui sont M1 et M2. Alors, si tu prends la signature du message M1 et M2, tu obtiens sigma 1 et sigma 2 avec un calcul un peu particulier. C'est que M1 est égal à M sur 2 et M2 qui est égal à 2. Et donc pourquoi? Parce que tu vas avoir la propriété précédente, c'est d'avoir la signature des deux, qui est le produit. Donc ce produit n'est autre que la signature d'un message M particulier. Pourquoi? Parce que vous avez M1 qui est égal à M sur 2 et M2 qui est égal à 2. Donc, si, d'après la question précédente, on avait dit que la signature de produit de message est égale au produit de leur signature. Donc, si tu prends M1 fois M2, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que M1 fois M2 n'est autre que M. Et ensuite, les résultats que tu as, sigma 1 et sigma 2, c'est le produit. Et donc, automatiquement, tu as obtenu la signature du message M sans connaître la clé secrète de celui qui signe. Ça veut dire celui qui signe, tu lui as demandé deux signatures.
Tu as obtenu des signatures et à partir de ces deux signatures, tu peux exhiber une troisième signature grâce à ce mécanisme qui est particulier. Donc ça, c'est le principe de réalisation des signatures. Alors, naturellement, quelqu'un pourrait me dire, tiens, attention, ça, c'est quelque chose qui est dangereux. Je dis, on garde toute proportion de ce danger. Si vous avez remarqué ce danger, il existe bel et bien si on continue à utiliser des mécanismes de signature sans hachage. Mais si vous utilisez le mécanisme de hachage, cette propriété, elle va disparaître. Elle ne peut pas exister parce qu'on ne peut pas la démontrer. Donc, automatiquement, là, ce que j'ai dit, la propriété de tout à l'heure qui était la signature du produit de message est égale au produit des signatures, ça c'est valide si on n'utilise pas la fonction de hachage. Si vous utilisez la fonction de hachage, elle ne sera plus vérifiée. Pourquoi? Parce que la fonction de hachage, elle n'a pas cette propriété homomorphique. C'est-à-dire que le produit de deux hachés, c'est égal au haché des produits. Ça, vous ne pouvez pas le vérifier. Vous voyez, donc si vous essayez de démontrer ça, vous allez voir qu'effectivement, ça ne marche pas.